bonjour à tous et merci à vous d'être venus très nombreux. Pour cette table ronde autour de la souveraineté numérique, nous accueillons donc 3 intervenants, 3 entrepreneurs. Tout d'abord à ma gauche, Pierre Baudraco pour la société BlueMind. À ma droite, Clément Oudot pour la société Vortex. Et enfin, Alexandre Brianceau pour la société Rudder. Dans un premier temps, messieurs, moi j'aurais voulu que vous présentiez un petit peu ce que vous faites et qui vous êtes. Et on abordera bien entendu cet enjeu de souveraineté numérique, effectivement, qui est présent bien entendu à la fois dans vos entreprises et vos offres. Pierre, c'est à toi. Merci Jean-Christophe, donc bonjour à tous. Donc nous, BlueMind, nous sommes éditeurs d'une solution de messagerie collaborative. Pour faire simple, on est l'alternative française à Microsoft Exchange ou Office 365 en mode hébergé. Et donc on propose une solution qui permet de gérer vos emails, les agendas, les carnets d'adresses, que ce soit accessible en mode web avec les différents clients type Outlook, Thunderbird ou en mobilité. Juste un petit point sur la messagerie. Ce n'est pas le sujet qui de loin fait le plus rêver, semble le plus innovant, mais aujourd'hui la messagerie, c'est et ça reste de loin l'outil le plus utilisé. La principale preuve, c'est que lorsque la messagerie s'arrête dans une organisation, c'est la critique et c'est le feu à tous les niveaux. Voilà, je parlerai du sujet souveraineté tout à l'heure. Merci Pierre. Clément Oudot pour la société Vortex. Oui, bonjour à tous. Donc Vortex, on est une société de services en logiciel libre et également éditeur. Donc on a un petit peu les deux pendants. On va intervenir pour accompagner nos clients dans l'intégration d'un certain nombre de briques open source, essentiellement ce qu'on appelle nous l'infrastructure, donc tout ce qui est côté serveur. On fournit du support, voilà, ce qui permet à nos clients de nous contacter dès qu'ils ont un problème ou une question. Et puis on a un côté éditeur sur 3 solutions. Donc très rapidement, la première s'appelle W Suite, qui est une alternative aux suites collaboratives complètes comme Office 365 ou Google Suite, et qui intègre notamment BlueMind dont Pierre vient de parler. WIDAS, qui est une solution d'identité as a service qui permet d'avoir son annuaire et son portail d'authentification hébergé en mode SaaS, et Wopla, qui est toute la partie infrastructure et conteneurisation. Donc voilà, on édite ces 3 solutions et on déploie tout un tas d'autres solutions chez nos clients, voilà, dont nos produits. Bonjour, Alexandre Brianceau de la société Rudder. Nous aussi, on est donc éditeur de logiciels, donc du logiciel Rudder, qui est une solution d'automatisation DevOps, DevSecOps, qui est plutôt donc également côté infrastructure. Nous, on vient automatiser le déploiement et le maintien en condition opérationnelle des serveurs d'une part et d'une seconde part sur la partie sécurité avec l'application de référentiels en continu et la remédiation automatique de référentiels de sécurité, détection de vulnérabilité et patch management. On est la seule solution européenne sur le marché du configuration management, ce qui permettra d'en parler dans la souveraineté. Merci à tous pour cette présentation. Alors, comme vous le savez, le rapport Latombe est sorti au début de l'été. On a eu hier le député Philippe Latombe en visio. Par rapport au modèle que vous pouvez avoir chacun dans vos entreprises aujourd'hui, ce que préconise ce rapport, qu'est-ce que cela vous inspire à tous ? Alors, ce rapport donne une bonne bouffée de satisfaction dans le discours un peu général, puisqu'il est assez clair par rapport au sujet souveraineté, en préconisant pas mal de choses, mais en gros en faisant le constat qu'on doit prendre plus notre destin en main, on ne doit pas se résigner à juste dire on a du retard et donc il faut utiliser les solutions américaines et puis c'est comme ça. Et donc il fait plusieurs propositions concrètes pour améliorer la situation et notamment pour aider les sociétés et les solutions françaises et européennes à se développer. Et ça, c'est un point vraiment clé puisque on a un discours quand même à haut niveau. On peut citer même le président M. Macron ou le Premier ministre qui, par exemple, par rapport au sujet du cloud, annonce ou affirme qu'on aurait trop de retard et donc ça expliquerait qu'on se résignerait à utiliser les solutions américaines. Et ça, c'est un petit peu dommage parce que même si on ne peut pas évidemment éliminer ces solutions, et ce n'est pas du tout l'objet, ce discours mériterait d'être accompagné
en même temps, on doit développer notre offre. Et ça manque. Et je pense que tous les acteurs français qui travaillent au quotidien et qui se battent au quotidien pour justement promouvoir et faire émerger des technologies et des solutions européennes, c'est un discours qui fait mal et qui passe mal, puisque sur le terrain, déjà, c'est pas vrai. On arrive à faire pas mal de choses. Et la France gagnerait, et l'Europe, à avoir une stratégie construite et long terme de développer cette industrie. Donc, en ce sens, le rapport de la Tombe, et d'ailleurs, y compris le discours du sénateur de la Vienne qu'on a eu hier, sont des aspects très positifs et qui font du bien à entendre. Pour vos entreprises, Alexandre et Clément? Alors, donc je suis comme Pierre, je salue évidemment toute avancée politique sur le sujet, avec bon, quand même, on a un historique. C'est pas la première fois que les politiques se positionnent dessus. On se souvient de la circulaire Hérault, qui était quand même un des premiers signes forts politiques pour le logiciel libre au sein de l'État. Malheureusement, ce qu'on peut regretter, c'est que on attend souvent les actes en fait suite à ces prises de parole. On sent quand même que ça va dans le bon sens et qu'il y a des choses qui se font. Concrètement, pour nos entreprises, ça nous conforte dans les choix technologiques et dans les stratégies en fait qu'on met en place. Quand on accompagne nos clients et qu'en fait on leur explique que les efforts qu'on fait en recherche et développement, ils sont pour pouvoir garantir que les solutions technologiques qui vont tourner et les données en fait qui vont nous confier ne vont pas être appréhendées par des solutions américaines. Donc c'est extrêmement important de voir que cette stratégie pour nous, on n'est pas les seuls à la porter. Il y a d'autres personnes qui s'en emparent et qui ne sont pas des gens du monde technique, parce qu'évidemment, on a une vision quand même un petit biais technique nous sur ces sujets-là, mais je pense qu'on va tous se rejoindre pour toutes les couches en fait de décision et avoir une stratégie. Et en tout cas, il faut qu'on ait une stratégie tous ensemble, politique, grands acheteurs, clients, PME et sociétés comme les nôtres pour déployer ce type de solution. Moi, je ne vais pas avoir grand-chose à rajouter, parce qu'il y a déjà pas mal de choses qui sont dites, mais nous, on peut voir. Enfin, j'apprécie aussi du coup le soutien politique, puisque ça donne en fait une communication et une orientation plus globale. On retrouve déjà, en tout cas pour ma part, je le retrouve assez souvent des initiatives qui sont plus locales, par exemple au niveau des industriels, au niveau des DSI, au niveau des comités exécutifs des sociétés, une dynamique et une volonté de pouvoir faire du local. Alors ça marche aussi du coup pour la partie IT et au niveau des choix des éditeurs ou des offreurs de services et des infogérants. Ça reste entre guillemets à la marge, c'est-à-dire qu'en fait on est déjà entre convaincus puisque nous-mêmes on est porteurs de sociétés dans cette dynamique-là. Ça fait plaisir parce que c'est souvent des utilisateurs qui sont très investis et c'est très important quand on est une société open source en fait d'avoir un échange, un partenariat. J'ai participé à la journée de l'autonomie qui était organisée notamment avec la DGE et avec Cédric O, notamment au ministère des Finances il y a 2 semaines, qui était plutôt orientée autour de la cybersécurité et qui mélangeait les acheteurs, les grands acheteurs publics de l'État avec des offreurs de services comme nous. Et donc il y avait ce double discours effectivement commun de travailler ensemble à la réussite des achats aussi, et ça passe aussi par des politiques d'achat aussi bien au niveau étatique mais aussi au niveau des PME et des ETI et de faire valoir les beaux produits qu'on peut avoir en Europe et en France. Et c'est vrai que par défaut, on va un peu plus pêcher peut-être d'un point de vue identité de marque que des grandes sociétés américaines qui ont une portée mondiale par naissance, bien que OVH est peut-être un peu le contre-exemple qui est assez connu en termes de marque tricolore à travers le monde par exemple, ou Docker si on reprendrait des choses pareilles, très infrastructure. Tu as dit quelque chose de très intéressant, Clément. Il ne faut pas que ce rapport ce soit une énième circulaire, un énième rapport qui serve à caler un meuble, une table. On a aujourd'hui ce rapport qui est assez volontariste, voire même très volontariste sur un certain nombre de points pour les acteurs de l'open source. Comment nous, filière, aujourd'hui, on peut aider, et notamment au travers du Conseil national du logiciel libre, à pousser ces propositions, à communiquer autour de ces propositions, et de par là même à faire connaître, bien entendu, nos solutions, vos solutions d'éditeurs. Alors c'est un peu, effectivement, tout le sujet, c'est et maintenant, et qu'est-ce qu'on fait maintenant? Comme l'a dit Clément, il y a tout un historique, tu as cité la circulaire Hérault.
Il y avait un rapport du sénateur Laffitte dès 1999, dont le contenu était déjà très similaire. Et toute l'histoire de Axel Lemaire avec la loi Lemaire en 2016, il y a tout un historique de bonne volonté et de loi qui allait dans ce sens. Le problème récurrent, c'est qu'en fait, on a un gros problème de concrétisation. On n'arrive jamais à passer à l'acte. Il y a des petits bouts, des petites actions ponctuelles, mais il n'y a pas de stratégie globale. La semaine dernière, en tant que coprésident du CNLL, on est allé au cabinet de Cédrico, donc on a vu un de ses conseillers. Personne très intéressante, qui connaît bien, qui comprend bien l'open source, mais malheureusement, on est sorti de là avec un constat un peu accablant qui est on ne sait pas quoi faire avec eux. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'action logique. Soit c'est ah ben non, c'est pas notre ministère, il faut voir la DGE. Les seules actions, ça serait du financement, mais comment? Des choses de court terme. Mais on n'arrive pas à se définir une stratégie, puisque au niveau du gouvernement, il y a quand même des échéances très souvent court terme. Il faut des actions rapidement, en plus en ce moment avec les élections qui vont pointer le bout de leur nez. Et ça, c'est un vrai sujet, d'ailleurs, que le député Philippe Latombe a pointé hier. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, entre le législatif, le Parlement et l'exécutif, il y a quand même, on dirait, une cloison presque imperméable, et ça, c'est un problème. Au niveau des lois, on arrive, des rapports, à avoir des engagements, des horizons, des lettres intéressantes de perspective avec des actions. On parlait d'actions, typiquement, Alexandre parlait de politique d'achat. Il y a une action que font les États-Unis depuis très longtemps, qui est le Small Business Act. Pourquoi ne pas l'avoir en France et en Europe? Action directe, relativement simple à comprendre, donc peut-être à mettre en œuvre, et qui là aurait un impact direct sur l'économie locale et sur le développement de technologies locales. Donc le gros problème que l'on a aujourd'hui, y compris en tant que CNLL et tout l'écosystème, c'est comment on passe à l'action, comment on essaye de viser ou d'avoir une stratégie globale, une stratégie industrielle, là on parle de ça, et pas juste une action ponctuelle parce que élection, parce qu'à un moment donné, choses qui ne font jamais avancer une filière. Et ça, c'est un vrai sujet dont on n'a pas la réponse. Il y a eu plusieurs propositions dans le rapport Latombe, mais aujourd'hui déjà, il faudrait commencer à les mettre en œuvre, mais la question reste posée. Comment on vise plus loin? Et c'est vrai qu'on a eu il y a eu un événement médiatique actuellement, l'histoire des sous-marins, qui fait aussi réaliser que le fait de ne rien faire et de rester dans le on fait rien, tant pis, on se contente d'eux, non, ça a et ça va avoir des vraies conséquences sur l'économie, sur l'écosystème, sur notre indépendance technologique, la capacité à écrire des solutions, à les maintenir. Parce que la souveraineté, ce n'est pas juste la protection des données. Ça, c'est un pan très important sur la vie privée des particuliers. Mais dans l'écosystème, dans le numérique, mais dans l'entreprise, il y a aussi un autre pan qui est très très important, c'est la compétence. C'est-à-dire que si on perd toute la capacité de développer, parce qu'on va toujours se fournir sur des solutions étrangères, américaines, oui, mais quelle capacité de négociation, de discussion on aura quand on sera juste intégrateur ou installateur de solutions autres? On pourra dire ce qu'on veut, on n'aura plus aucune indépendance. Et donc là, la souveraineté sera forcément l'heure. Donc il y a tous ces sujets qui sont toujours sur la table. Donc comment on essaie d'avoir une stratégie et comment, et on espère, nous, que certaines des actions préconisées par le rapport Latombe seront mises en œuvre. Et maintenant, messieurs, on fait quoi ? Bon, donc c'est difficile d'intervenir avec Pierre, qui est effectivement coprésident du CNLL et qui est donc très impliqué dans ces actions. La première chose, peut-être que les gens qui nous écoutent ne le savent pas, mais c'est qu'effectivement, il y a déjà un CNLL. Il faut le préciser qu'en France, le Conseil national du logiciel libre regroupe la quasi-totalité des entreprises qui travaillent dans l'open source en France. Et donc, on est déjà organisé entre nous. On n'y va pas en ordre dispersé. On essaye d'avoir une voix. Et Pierre, effectivement, a fait ce travail-là, notamment la semaine dernière, en allant dans les cabinets ministériels et en essayant de porter notre vie. Donc, c'est déjà une première chose. Il faut souligner qu'on a déjà quand même commencé à s'organiser. Ce que je souhaiterais dire de mon côté, c'est qu'il faut qu'on fasse le deuil de ne pas avoir de Google ou de Microsoft
français. C'est-à-dire que si les hommes politiques attendent de nous qu'on dise, bon ben voilà, maintenant on a une nouvelle pépite française, abandonnez Google et prenez l'autre société qui serait le Google français, mais il faut leur expliquer que non, en fait, c'est pas notre modèle et qu'on sera plus proche, nous, d'un modèle d'artisanat et que notre valeur ajoutée, et c'est ça qu'on cherche à faire comprendre, je pense, dans les sociétés comme les nôtres, on est loin d'être des multinationales, mais par contre, on est quand même très bon techniquement, et je pense qu'il faut le redire. On a des vraies compétences en fait en France, on a des formations, on a des ingénieurs, des techniciens en fait qui sont très capables et qui viennent en fait développer des produits. Et nous, voilà, dans nos équipes, on les a. Moi, je leur dis bonjour tous les jours, donc je peux garantir en fait qu'on a des compétences et on n'a pas à rougir en fait de nos compétences techniques. Et notre approche, elle ne sera pas en fait de créer un géant qui va héberger en fait tous les mails de la France ou de l'Europe, mais il va être d'avoir des solutions avec plein d'acteurs qui seront capables de venir donner une valeur ajoutée et que pour le consommateur final, alors que ce soit le particulier, mais nous on a quand même un enjeu là stratégique pour nos grosses entreprises, pour les ministères, etc. C'est d'avoir un lien et de pouvoir s'appuyer sur des êtres humains en fait qui organisent ces solutions. Et c'est plus facile d'appeler quelqu'un qui en fait met en place votre messagerie chez vous plutôt que de téléphoner à Microsoft parce que vous avez un problème. Donc c'est ça en fait qu'il faut qu'on mette en avant. On ne sera jamais Microsoft, on ne sera jamais Google. Par contre, on a plein de choses à faire, on a plein d'idées d'innovation et on a un savoir-faire aussi humain qui va faire la différence, voilà, de mon point de vue, par rapport à ces solutions américaines. Oui, c'est intéressant. En fait, il y a une partie dont parlait Pierre sur la partie dépendance que ça peut entraîner de choisir des solutions américaines et du coup d'en être dépendant. Alors, c'est pas forcément que d'un point de vue compétence, puisque après tout, avoir une compétence sur des technologies, qu'elles soient américaines ou de n'importe où dans le monde, ça reste des compétences et souvent les produits sont quelque part similaires avec plus ou moins de plus-value en fonction des besoins qu'on va avoir. Donc, le problème, c'est que qu'est-ce qui se passe quand ça se passe mal? On l'a vu par exemple avec Huawei, quand Trump avait décidé de couper les accès à la Chine. Du coup, Huawei avait bâti tout son système sur une stack américaine, Google, qui est logiquement en fait par défaut le choix des smartphones depuis quelques années maintenant. Et ça leur a pris de court, même s'ils avaient déjà commencé à développer des outils en interne, c'était compliqué. Moi qui travaille en particulier pas mal avec des infogérants, j'en discute souvent avec eux, puisque nous on est un pur produit qui sert exactement les besoins des infogérants, et régulièrement il y a cette approche-là qui dit nous en fait on préfère ne même pas prendre une solution comme même une solution française, on préfère redévelopper les outils internes pour leur propre souveraineté à eux. Et j'imagine qu'en messagerie on le retrouve assez fréquemment aussi. Donc finalement c'est quand même un mécanisme assez classique en France d'internaliser. Et pour autant, on a l'impression qu'au niveau des achats, on s'attend à la boîte magique ou le meilleur produit ou celui sur lequel sera le plus facile de recruter. Donc en fait, finalement, un apport très court-termiste. Je ne pense pas que, c'est mon avis, qu'avec une approche entre guillemets punitive dans le sens de contrainte comme la Business Act, ça apporte une dynamique qui serait encourageante. Je pense que ce serait mieux d'avoir une politique incitative qui pousserait les entreprises à innover, à acheter local, français. Peut-être que ça pourrait être aussi des incitations au niveau des impôts ou des taxes en ayant un business particulièrement florissant en France ou en Europe, plutôt que de venir punir les choses. Ça passe aussi, je pense, par de la sensibilisation. Côté sécurité, par exemple, maintenant, l'ANSSI est de plus en plus impliqués dans les grands choix technologiques qui vont y avoir, notamment en termes d'architecture. C'est une bonne chose. Sans doute qu'il pourrait y avoir un comité comme le CNLL ou autre qui pourrait venir aussi conseiller au niveau des gros achats et des gros marchés pour venir encourager à cette politique-là et puis avoir finalement la répartition des 70-30 qu'on a tous connus entre 70 du prix et 30% de la technique. Peut-être qu'il pourrait y avoir aussi 10-20% liés à la souveraineté de la solution, au moins en Europe, et si ce n'est en France en particulier. Ça passe aussi par la formation. En fait, si les étudiants, au lieu d'être formés sur du Microsoft et de l'AWS parce que c'est pas cher et parce que ces grosses entreprises ont les moyens en fait de pouvoir investir, ils le savent dès le début, ils viennent investir là-dessus, puis finalement on se retrouve avec une somme de compétences qui vont arriver sur le marché, avec un savoir-faire habituel
dans les technologies américaines. Et puis eux, naturellement, qu'est-ce qu'ils vont chercher? Ils vont chercher un produit sur lequel ils ont l'habitude de travailler. Le serpent se mord la queue, puisque finalement, c'est les experts de demain qui vont venir conseiller la direction et les achats sur leur orientation stratégique d'outillage, qui du coup, par défaut, vont dire moi, tous mes gars, ils me parlent de... moi, je vais parler dans mon domaine, d'Ansible. Et donc, du coup, ils vont partir sur ce genre de technologie, sans savoir même qu'en France, il y a d'autres technologies différentes. Donc ça passe par des programmes, ça passe par de la communication, de l'évangélisation aussi, je pense. En tout cas, de l'incitation plutôt positive. Enfin, c'est mon avis après. Bien, on vient de parler du rapport Lacombe donc, et de la France. Moi, j'aimerais qu'on monte d'un cran et qu'on passe maintenant au niveau européen. Vous le savez comme moi, on a des choses à dire aujourd'hui sur Gaia X, Euclidia. Ces sujets qui nous touchent de près. Pierre, je te laisse rebondir. Merci Jean-Christophe. Oui, évidemment, le constat étant, le point de départ étant que on a beaucoup de compétences, mais même si on a beaucoup de compétences et de volonté, on ne pourra pas tout faire tout seul, puisqu'aujourd'hui le panel ou le périmètre est beaucoup trop large. Et donc l'idée, c'est de voir avec qui on peut co-construire, et étant en France, la France étant en Europe, et ayant pas mal d'affinités et technologiques et de culture et de commerce et d'économie, un petit peu de tout, aujourd'hui c'est vrai qu'on se positionne souvent au niveau européen, puisque à peu près tous les pays d'Europe ont à peu près les mêmes sujets et peurs et problématiques qu'avec les géants américains, voire les géants chinois. Donc, au niveau européen, qu'est-ce qu'on fait? Alors, il y a deux aspects. Il y a un aspect politique. Alors, tu as cité Gaia X. Moi, je reviendrai juste sur un point qu'a cité Clément, en parlant des licornes. C'est vrai qu'on a l'impression qu'au niveau du gouvernement, en fait, le numérique, on ne va exister que si on a un potentiel ou si on devient une licorne. Ce qu'il faut vraiment bien voir, c'est que pour une licorne, d'ailleurs, est-ce que ce modèle est pertinent? Est-ce que de viser une valorisation directe et très forte et très rapidement, c'est une fin en soi au niveau société? Moi, en tant qu'entrepreneur, j'ai de gros doutes. On préfère travailler sur un projet industriel, viser des objectifs industriels que juste un sujet de valorisation, parce qu'une licorne, elle peut se vendre l'année d'après et puis ou couler l'année d'après. Donc, ce qu'on constate sur le terrain, c'est que dans le monde de nos sociétés, où il y a beaucoup de PME, de sociétés de 5 à 200 personnes, c'est pas forcément un objectif. L'objectif, c'est pas de faire la meilleure valorisation le plus rapidement possible. Avoir de l'argent, gagner de l'argent, c'est bien, tout le monde le reconnaît. Mais je pense qu'aujourd'hui, ce qui anime l'écosystème, c'est pas que ça. C'est également les sujets de fond, de souveraineté, de maîtrise de ces technos, de faire progresser un peu l'ensemble. Donc le discours gouvernemental qui est quand même très orienté, les licornes, on n'existe que c'est une licorne, il faut voir que ça fait aussi mal à la base, parce que c'est pas du tout l'objectif de tout le monde, bien au-delà, bien au contraire. Et puis même dans le fond, on peut remettre en question ce modèle-là. Est-ce que c'est le modèle de société qu'on voudrait? On n'est pas sûr. Donc ça, c'est plutôt français. Et au niveau européen, donc il y a Gaia X, une initiative au niveau du cloud. Je pense que tout le monde parle de Gaia X sans vraiment trop savoir ce que c'est. Donc ça, c'est ce qui nous gêne un petit peu. Et Gaia X, aujourd'hui, il faut voir que c'est une structure dont l'objectif va être de labelliser des façons de stocker des données, des façons de gérer des espaces de données, pour viser une meilleure réversibilité. Donc labelliser, ça veut dire que Gaia X ne va pas faire de cloud. Gaia X va auditer, mettre des principes et des services de base, et auditer ces services pour s'assurer de certaines règles. Donc très bien, de réversibilité, de sécurisation de données, d'être capacité d'appliquer des règles de telles données si je ne veux pas qu'elles puissent être exportées ou lues, etc. Mais peu ont compris ça, et tout le monde pense que Gaia X va fournir le Google ou le cloud européen, alors que pas du tout, c'est juste un principe. Et le sujet, c'est que le principe, il va s'appliquer à qui? Aux opérateurs, et qui sont les plus gros opérateurs hébergeurs. Aujourd'hui, c'est les Américains qui sont tous rentrés, et les Chinois, dans Gaia X, pour un peu piloter. Et l'enjeu, il est assez simple, c'est de faire en sorte que ceux qu'ils ont déjà fait puissent être compatibles. Mais si ça ne l'est pas, ils vont continuer avec leur truc, et quel pouvoir on aura de les contraindre si leurs solutions restent les seules.
Donc c'est une bonne initiative d'essayer par la réglementation de forcer le respect des principes plutôt européens, de RGPD, de sécurisation. Maintenant, il ne faut pas tout se cacher derrière Gaia-X. Ce n'est pas un Graal qui va résoudre tous les problèmes, pas du tout. Il faut continuer de construire des clouds et beaucoup plus distribués. Clément l'a dit aussi, hein, le modèle de dire on veut notre Google, ce que beaucoup disaient, pour moi, mais c'est une erreur fondamentale. Le problème de Google, c'est pas que qu'ils soient américains, c'est juste qu'ils sont hégémoniques, comme Amazon ou Microsoft. Si on avait une société française qui a les mêmes pouvoirs qu'un Google, on ne serait pas spécialement mieux. Ok, elle serait française, mais le gouvernement et tous les autres, on n'aurait aucun pouvoir sur elle. Donc, un des principes qui sous-tend un peu notre écosystème, c'est de plus distribuer la compétence et les solutions. C'est pas de dire il faut trouver notre gros. Non, non. C'est au contraire, ayons plusieurs solutions, équilibrons les forces, ça sera mieux pour la concurrence, ça sera mieux pour les clients, ça sera mieux pour les développements technologiques. On sait, tout le monde sait que l'hégémonie nuit à l'innovation. Donc au niveau européen, on a pas mal de choses à faire. Ce qui est vrai pour la France, on doit le porter au niveau de l'Europe. En accompagnant, à mon avis, des projets comme Gaia-X, mais sans être dupe. Gaia-X ne va pas du tout répondre. Et les sujets qui deviennent beaucoup trop politiques, en général, ils échouent pour des sujets juridiques, réglementation, parce que quand il y a trop de politique, ça ne va pas toujours de façon concrète avec l'aboutissement des solutions techniques. Donc c'est pour ça que nous, on avait apprécié ceci du rapport Latombe et qu'avec Euclidia, j'allais oublier d'en parler, association fondée justement pour promouvoir les technologies européennes. Voilà. On veut montrer qu'il y a des choses qui existent en Europe, il y en a beaucoup. La plupart des technologies du cloud existent, faites par des Européens, et il serait temps que les grands donneurs d'ordre, hein, l'État, le gouvernement, mais également les grandes sociétés, comme le SIGREF ou autres, considère et regarde plus ce qui peut être fait au niveau européen. On a des choses tout à fait valables. On n'est peut-être pas équivalent partout, ça c'est sûr. Il y a des domaines où on a du retard, mais l'enjeu c'est donnons-nous un chemin pour rattraper ce retard et favorisons notre écosystème plutôt que dire ah ben non, on a un retard, donc on laisse tomber, on ne sera pas au niveau. Voilà. Nous, c'est ce qu'on attend des pouvoirs publics, mais également des grandes sociétés privées qui doivent aujourd'hui, devraient donner l'exemple. Et donc, c'est bien qu'il y ait de plus en plus de voix qui disent ça. Latombe, le sénateur du coup de la Vendée, pardon, tout à l'heure, parce que plus le bruit va commencer à émerger, la population a l'impression que c'est un sujet qui commence à être entendu, plus certains vont être à même de franchir le pas. Le député de la Vendée, en l'occurrence. Messieurs, est-ce que vous voulez réagir ? Sénateur, oui. Bon, bah... ouais. Non, mais vous voyez, tout va bien, on est Tout va presque bien. à la fin. C'est ça. On est plutôt assez synchro les uns les autres. Messieurs, On est en phase. Ce qui est bien avec Pierre, c'est que il a un discours qui est parfait et on est en phase. Donc je vais pas redire grand-chose sur Gaia-X et Euclidia. C'est important effectivement de les citer et de montrer que comme d'habitude, il n'y a pas qu'une seule initiative et que c'est bon de pouvoir avoir plusieurs initiatives. C'est pas une mauvaise chose en fait de voir plusieurs initiatives parallèles. Je dirais pas concurrentes, je dirais parallèles vraiment. Avoir le choix, c'est toujours bien. Ce que je souhaitais aussi ajouter rapidement, c'est que l'Europe, c'est quelque chose sur lequel on peut s'appuyer et qui a déjà en fait montré qu'elle nous permettait de nous défendre un petit peu vis-à-vis des Américains. Il y a dans l'histoire des amendes records en fait qui ont été infligées à Google et à Microsoft. C'est quand même grâce à l'Europe. On a voilà, une reconnaissance quand même du logiciel libre au niveau européen. On a un pays comme l'Allemagne qui est un peu comme la France, est très moteur en fait dans le développement de l'open source. Donc il faut souligner qu'il n'y a pas que les Français, même si bien sûr qu'on est fiers en France de faire beaucoup de libre. On n'est pas les seuls en Europe en fait à faire beaucoup de libre. L'Allemagne est aussi très impliquée et puis beaucoup d'autres pays européens. Donc l'union fait la force. Enfin, en tout cas, moi je crois à ça. Et notre modèle de logiciel libre, il est aussi basé sur la mise en relation en fait des compétences. Donc allons-y. Ce qu'on porte au niveau français et au niveau politique, évidemment qu'on espère que ça va être porté de la même façon en Europe et que cette union
va nous permettre d'avoir une voix plus forte vis-à-vis de ces acteurs américains. Oui, ce qu'on retrouve au niveau européen, on retrouve souvent des programmes d'innovation et de R&D qui restent finalement assez décorrélés aussi de la partie industrielle. Je trouve que c'est ce qui manque au niveau européen principalement. Alors on retrouve des partenariats technologiques, voire plutôt stratégiques, je dirais, notamment par exemple OVH et T-Systems qui sont associés. Enfin, c'est l'exemple premier qui me vient, mais il y a ce genre de partenariats qui se met en place, qui sont plutôt des partenariats, je dirais, de communication, de partage de gâteaux, mais de communication et commerciale. Sur les parties plus technologiques et stratégiques, mais plutôt R&D et technologiques, mais industrielles, avec une réelle application sur le marché cible, c'est déjà plus difficile de trouver des initiatives qui soient pertinentes et pérennes dans le temps. Tu citais justement Euclidia, donc l'alliance Euclidia. On n'y est pas encore, on espère y rentrer là très prochainement. C'est une initiative qui, contrairement à Gaia X, se positionne plutôt sur la mise en commun du savoir-faire, la mise en commun aussi des efforts de communication et au niveau stratégique aussi, donc notamment comprendre et analyser ce que le marché européen veut dire, puisque ce n'est pas la même chose en Italie qu'en Espagne, qu'en France ou en Angleterre, quoique est-ce qu'on peut encore les citer? Et donc c'est une dynamique qui est intéressante pour ma part, avec ma propre expérience, notamment au niveau d'Exatrust. Donc c'est plutôt sur la partie cybersécurité, pas spécialement open source, mais les initiatives sont toujours intéressantes. On retrouve du coup ce triptyque entre soutien d'un point de vue R&D, mise en commun des compétences et donc alignement d'un point de vue stratégie produit pour travailler des collaborations et faire finalement une offre commune. Il y a une partie commerciale sur ce qui s'appelle souvent la chasse en meute. Alors j'aime pas tellement ce terme-là parce que ça fait très commercial peut-être, mais toujours est-il que c'est intéressant puisqu'en fait on vient avec une offre, si ce n'est packagée d'un point de vue technologique, au moins cohérente de bout en bout, complémentaire et souveraine. Donc c'est quand même très intéressant puisque Exatrust soutient les entreprises cyber françaises en particulier. Et puis il y a toute une partie promotion, et notamment Exatrust fait énormément d'événements. Donc je citais la journée dans l'autonomie, ils étaient partenaires aussi avec la DGE. On sait aussi qu'OFI qui sont associés, ils ont un grand village et c'est vrai que ça apporte une certaine aura à des plus petites entreprises qui, elles, seules, n'auraient pas forcément ces moyens de communication. On en parlait, la communication autour des solutions souveraines, c'est important pour promouvoir le choix de solutions souveraines européennes au moins. Alors, nous sommes le 15 octobre 2021, il est très exactement 14h38. On rajoute 10 ans, donc on est en 31. Moi, je serai à la retraite, donc ce ne sera pas moi l'animateur. Mais comment vous voyez, vous, dans 10 ans, et comment vous voyez la souveraineté numérique en France et en Europe? Moi, je serai en train de prendre l'apéro dans ta maison de vacances. Non, comment on voit? En gros, qu'est-ce qu'on peut espérer? Ce qu'on peut espérer, c'est ce qu'on a dit, c'est qu'on aboutisse enfin à une vraie volonté politique qui aboutisse à une stratégie. Donc des actions concrètes pour favoriser les acteurs et donc locaux, les technologies européennes. Là, il y a 3 représentants de créateurs de technologies et tous les membres de Euclidia, et il y en a aussi beaucoup d'autres, puisque d'abord le premier enjeu c'est les faire connaître, puisque a priori, à certains niveaux, on ne les connaîtrait pas ou on penserait qu'elles n'existent pas. Donc on veut au moins s'assurer que tout le monde ait l'information. Après, on verra si c'est un sujet de les connaître ou pas. Mais ce qu'on peut espérer, c'est que la prise de conscience se transforme en acte, que des sujets comme ce qui est arrivé avec les sous-marins ou autres font réaliser que si on continue de ne rien faire ou de faire juste de la poudre aux yeux, on va vraiment subir l'avenir, et notamment dans le numérique, qui est en train de prendre la première place un petit peu partout. Si on n'existe plus dans le numérique, ça va être de plus en plus compliqué. Et donc, l'idée, c'est d'espérer qu'on développe un écosystème de façon équilibrée, avec beaucoup de structures de taille moyenne. On n'aime pas forcément les géants. D'ailleurs, il semblerait que les États-Unis
soient de plus en plus enclins à venir s'occuper de leurs propres géants, puisque c'est même une menace pour eux, puisqu'il y a plusieurs sénateurs qui commencent à monter au créneau pour dire qu'ils vont devoir subir ce qu'a subi l'industrie du tabac, donc, parce qu'aujourd'hui ça devient trop nocif et même incontrôlable. Donc nous, on peut espérer ce qui est un peu les credos européens, c'est quelque chose de plus équilibré, qui tient plus compte du coût du citoyen, du respect des droits, et une compétence et un commerce certes économique, mais équilibré, où il n'y a pas un géant qui peut dicter sa loi, faire du lobbying, saupoudrer à haut niveau, et puis par derrière faire sa terreur sur un petit peu toute l'économie. Donc nous, ce qu'on espère, c'est un peu le résultat des valeurs aussi de l'open source, c'est plus d'équilibre, oui, de la compétition, il en faut, mais avec certaines règles éthiques, avec des valeurs et avec un savoir partagé pour que si quelqu'un se met à faire trop de bêtises, et puis il puisse être remplacé sans que ça soit trop compliqué. Merci Pierre. Alors Clément, dans 10 ans, il se passe quoi? Eh ben, on se retrouve place des grands hommes, hein, comme dirait Patrick. Ce ne sont pas mes références de musique. Écoute, bon. Tant pis, donc c'est tombé à côté, mais c'est pas grave. Je préfère écouter KPTN. Ah voilà, il y a d'autres artistes. Alors, en fait, voilà, moi je voulais insister sur plusieurs points. Je vais essayer d'être rapide, mais le premier point, c'est que on a des biens communs. Là, on parle du logiciel libre et on est dans un événement un petit peu business, mais je voudrais quand même rappeler que notre minerai, hein, c'est quand même des biens communs et que nous, en tant que société, en fait, on fournit du code libre. Évidemment, puisqu'on est éditeur, mais on consomme également beaucoup, enfin, nos produits s'appuient au fait aussi sur beaucoup de choses qui ont été créées par d'autres que nous, et parfois par des Américains, il faut le reconnaître. Hein. Il n'y a pas que du mauvais dans ce qu'ils ont fait. Donc technologiquement, moi ce que j'espère, c'est que dans 10 ans, on aura su conserver en fait ces biens communs, qu'on continuera en fait, que les gens qui sont dans l'écosystème numérique, informatique, auront conscience en fait de la valeur de tous ces biens communs, de toute l'infrastructure d'Internet, etc., qui n'est pas basée en fait, hein, sur des logiciels propriétaires, mais tout tourne grâce en fait, à la volonté de beaucoup de libristes. Et donc j'espère en fait, que les sociétés qu'on est vont pouvoir grandir et investir en fait, leurs ressources dans le maintien de ça. Et deuxièmement, ce que j'espère également, c'est que le mouvement beaucoup plus vaste de la société qu'on vit aujourd'hui, parce qu'on parle beaucoup d'écologie, de valeurs humaines et sociales, je suis persuadé, à titre personnel, que ce qu'on fait nous dans le logiciel libre est tout à fait en phase en fait avec cette réflexion qu'on a de revenir sur des valeurs plus humaines, sur des choses plus petites et techniquement. Dans le numérique, si tout le monde est chez Google et Microsoft et que Google et Microsoft décident de cramer du diesel ou du gasoil pour faire tourner leur data center, on ne pourra rien faire. On n'aura pas d'alternative, on ne pourra pas dire je ne suis pas d'accord avec vos choix, je préfère, etc. Donc, nous, on veut donner le choix. Et effectivement, demain, si votre fournisseur de mail fait quelque chose avec lequel vous n'êtes pas en accord, le fait qu'on ait le choix, et j'espère que dans 10 ans, on aura vraiment cette palette en fait, de choix et qu'on pourra donner de la valeur en tant que consommateur. Et quand je parle de consommateurs, ce n'est pas que le particulier, hein, bien sûr, on parle beaucoup des clients finaux, mais que ces sociétés-là pourront dire moi, je fais ce choix-là de technologie aussi parce que derrière, ils respectent un certain nombre de valeurs et humaines et sociales, etc. Et qu'on va pouvoir défendre ce modèle-là. Donc voilà mon rêve. Et puis peut-être que Jean-Christophe écoute d'autres musiques aussi. Bon, on en reparlera. Moi, j'espère qu'à offre équivalente, dans 10 ans, à offre équivalente, on ne se posera pas la question et que ça sera une solution souveraine qui sera choisie naturellement, en fait. Quand on voit le Health Data Hub et la polémique qui s'en est sortie, c'est inacceptable. Et surtout, au niveau de l'État, c'est d'autant plus inacceptable à un niveau étatique et gouvernemental. Enfin, selon moi. Donc j'aimerais bien qu'à offre équivalente, ça puisse rester. Il y a un deuxième point, c'est qu'il faut qu'on continue, et c'est l'enjeu des sociétés comme nous, côté industriel, éditeur, de continuer à avoir une proposition de valeur différenciante. Et j'espère que du coup, on ne va pas s'enclaver dans uniquement la souveraineté en disant on est français, vous devriez nous choisir parce qu'on est français. En fait, si tu n'as pas de proposition de valeur différenciée des autres solutions, qu'elles soient américaines ou autres, c'est logique que les solutions externes à la France soient choisies. Pourtant,
maintenant, on a tous des solutions ici sur lesquelles on a fait cette analyse de marché et on a une proposition de valeur à apporter. Parfois, ce sont des alternatives, hein. Notamment, tu disais, alternatives à Office 365. Donc oui, forcément, on se positionne par rapport à ça, mais avec une proposition de valeur un petit peu différente, qui ne plaira pas à tout le monde, mais qui est claire. Et donc, j'espère que dans 10 ans, on continuera de se porter là-dessus et qu'on ne va pas s'enclaver dans il faut consommer du français parce qu'il faut consommer du français. Et le dernier point que je dirais sur cette partie-là, c'est j'espère que les innovants, et notamment les futurs entrepreneurs et les startups, feront un choix similaire à celles qui ont été nos sociétés, c'est-à-dire de ne pas être des licornes. D'ailleurs, je recommande la lecture de l'article que tu avais écrit, Pierre, sur le site de Bluemind. On a fait, je crois, tous le choix de ne pas faire de levée de fonds, de rester du coup indépendant et d'investir sur nos propres ressources pour avoir le choix. Et notamment avoir le choix de ne pas être racheté par une solution américaine sur lesquelles on va externaliser le savoir-faire. Je rappelle, je crois que c'était les lunettes de vision nocturne qui allaient être rachetées, qui étaient un produit français, qui allait être racheté par un armement américain, une société d'armement américaine. Et ça, il faut que les jeunes qui se lancent ne se lancent pas pour créer un produit entre guillemets PowerPoint juste pour aller le vendre au plus offrant, et y compris du coup à une solution américaine. Et encore plus si c'est pas une solution PowerPoint et que c'est une solution très innovante, autant la garder et la faire pérenniser plutôt que de la faire partir. Et là, l'État peut avoir des enjeux aussi, soit à bloquer, soit encore une fois encourager à garder cette souveraineté, quoi, pour éviter la dépendance. Bien, merci messieurs. Y a-t-il des questions, des remarques, des commentaires dans la salle ? Je voulais juste rebondir sur des petites remarques qui ont été faites en conclusion, deux remarques qui convergent à peu près sur la même question. En fait, on a deux trajectoires pour essayer de faire la promotion de notre écosystème, hein, donc écosystème du logiciel libre français, mais bon, français qui s'insère dans une industrie européenne. C'est soit mettre en avant le côté libre, soit et ouvert, soit mettre en avant le côté européen, donc souverain. Donc c'est un peu le côté CNLL versus Euclidia. Moi, je fais partie des deux, parce que je suis et on fait partie des deux, puisqu'on est à l'intersection des deux, mais on peut imaginer mettre plus l'accent sur un des thèmes ou sur l'autre. Et il y a un troisième thème qui est évoqué par d'autres associations, qui est le côté ouvert, c'est-à-dire ouvert au sens interopérable, etc. Donc, on parle de libre, mais on considère que le libre est un atout pour faire de l'interopérabilité, mais n'est pas forcément la seule condition. Et c'est vrai qu'une partie des régulations qui sont en discussion à Bruxelles, par exemple, tournent plus autour de l'interopérabilité que stricto sensu sur l'utilisation du logiciel libre. Donc, à votre avis, quel est, par rapport à ces trois axes, où est-ce qu'il faut mettre le curseur entre les trois ? Ça, c'est une question pour le coprésident du CNLL. Ah non, il peut y avoir des avis très qui divergent ou un petit peu différents. Moi, mon avis là-dessus, il est assez pragmatique. C'est-à-dire que moi, depuis le début, j'ai toujours fait du logiciel libre, de l'open source. J'y crois dur comme fer, mais avec une vision plus à la Linus Torvalds que Stallman, j'y crois, puisque je crois, comme la science, à la transparence, au fait de pas garder juste pour soi les avancées, mais de les partager pour que ça puisse servir aux autres. Mais j'ai pas de problème à ce que ça puisse bénéficier aussi de façon importante à celui qui les crée. Ouais. Et donc dans ce cadre-là, moi je me dis que par rapport à ces trois axes, celui qui potentiellement peut être le plus porteur aujourd'hui, c'est le côté souverain, puisque c'est celui où la menace est la plus compréhensible par en gros le plus grand nombre, la population. Typiquement, quand on voit le sujet des sous-marins américains, il n'y a pas besoin d'être informaticien. Moi, ma mère, mon frère, tout le monde a compris la menace. Oui, si on devient dépendant ou si on perd notre indépendance, on se met à la merci. Et à la merci de quelqu'un. Tant que la personne est bien, on peut se dire c'est pas grave, mais on l'a vu politiquement, les choses peuvent changer. Voilà, et les gens s'en cachent pas non plus. Donc moi, de façon pragmatique, je dirais que celui sur lequel on a le plus de chances d'avoir le plus d'impact, de portée aujourd'hui, c'est celui-là. Et en disant ça, je pense aussi que en fait, les deux autres vont suivre. C'est-à-dire que si on fait travailler du local, du français et de l'européen, ça va
pour nous également favoriser un petit peu l'open source, puisque on a des écosystèmes open source qui sont très développés, et donc je pense qu'indirectement ça bénéficiera aussi. Et le côté ouverture, je dirais que c'est quelque chose qui est assez naturel dans l'open source, mais comme disait Stéphane, on peut aussi avoir un code open source qui est absolument pas ouvert, parce que pas d'API, pas de format, etc. Mais en général, quand on produit du code open source, c'est qu'on a certaines idées ou certaines valeurs, et donc on va trouver ça important de permettre des accès, de permettre de l'ouverture. Donc voilà, moi de façon très pragmatique, le premier c'est plutôt la souveraineté, parce qu'aujourd'hui c'est celui qui aura le plus d'impact, y compris chez les politiques. Et donc comme moi je suis quelqu'un qui aime bien le concret, j'ai envie que tout ceci arrive à aboutir. Messieurs, est-ce que vous souhaitez réagir ? Très rapidement, en disant que oui, effectivement, je partage la souveraineté dans le sens où c'est vraiment un vecteur commun qui est facilement compréhensible, et puis qui autorise en fait des entreprises ou même des particuliers en fait à adhérer sans avoir les principes des deux autres, qui sont l'ouverture et le côté ouvert, enfin open source, quoi, code libre. Pour autant, si on va sur la partie collaborative, je pense que forcément on va y retomber, puisque c'est en fait pour collaborer, il faut qu'on puisse partager, il faut qu'on puisse co-construire, et ça vient s'associer. Mais oui, je pense aussi également côté souverain, bon, pour ma part en tout cas. Je me demande en fait si c'est pas un peu trop tard pour communiquer sur la souveraineté, puisque aujourd'hui en fait ce terme est employé très facilement par le politique, par même les grandes entreprises économiques, pour défendre un modèle qui n'est pas celui dont vous parlez. Et donc on se retrouve avec ah oui, mais alors c'est quoi pour, enfin je vous dis ça parce que moi je suis journaliste, donc quand je reçois des gens sur la souveraineté qui me donnent des définitions différentes à chaque fois. Donc on se retrouve avec la souveraineté c'est quoi, et laquelle souveraineté vous par rapport à l'autre. Enfin, bon. Je ne sais pas si c'est pas déjà le combat un peu passé finalement, si ce mot il n'a pas été un peu trop utilisé, alors que l'idée de communiquer sur l'interopérabilité typiquement, ben on a l'impression tiens, il y a un truc nouveau. En fait, il y a peut-être une solution à laquelle on n'avait pas pensé et sur laquelle on peut bosser, on a des choses à proposer. Voilà, c'est mon avis. Merci. Alors, le coprésident du CNLL, il est bon pour ça. Il faudra Clément. C'est vrai qu'on en parle beaucoup, et un peu, enfin pas tort à travers, tout le monde se met maintenant derrière la souveraineté. Je crois que c'est Alexandre qui disait, il ne suffit pas de dire on est français pour dire c'est la solution. Non, nous ce qu'on dit c'est il faut encourager les sociétés françaises à faire du bon produit, mais ça veut dire aussi du coup les acheter et accompagner ceux-ci. Là où vous dites c'est trop tard, je pense pas, puisque c'est très utilisé. Alors dans notre écosystème informatique, c'était très utilisé. Encore une fois, l'éternel, exemple des sous-marins montre que par ces exemples-là, ça atteint un public beaucoup plus large. Ce que je disais par rapport à l'open source, où ça a peut-être moins de portée, typiquement la semaine dernière avec Stéphane Fermigier, on était un rendez-vous au cabinet de Cédric O. On a vu un de ses conseillers. Mais quand vous avez le conseiller du gouvernement qui vous dit nous on n'a pas de stratégie open source et moi mes sujets c'est pas ça, donc en gros très concrètement on ne pourra rien faire, peut-être voir un peu de financement, mais on voit que ça n'a pas de portée. Et en fait on n'a même pas d'axe ou de levier pour se dire comment on va faire pour que ça ait une portée. Alors que sur l'autre sujet souveraineté, le fait que alors beaucoup ça en parle, alors effectivement avec peut-être différentes définitions, mais pour nous la définition elle est claire. Souveraineté c'est la capacité de maîtriser son destin. Donc il y a tout le volet données privées, si je ne veux pas que ma donnée elle finisse à tel endroit, donc tout ce qui est RGPD, la protection des données, mais il y a également toute la partie indépendance technologique, c'est la capacité de faire, parce que on peut très bien dire mais on ne veut pas les solutions de Google, si on n'est pas capable de faire des alternatives, mais en fait on n'aura juste pas le choix. Donc du coup, là, ce ne sera pas la peine de parler de souveraineté si on ne sait rien proposer à la place d'eux. Donc pour nous, il y a vraiment ces deux aspects. Et donc, ce n'est pas trop tard, au contraire. Ça arrive au grand public, donc du coup, oui, tout le monde l'utilise à tort à travers. Maintenant, on voit quand même que c'est une vraie portée. Moi, je vais vous citer un exemple très très concret. On vient de gagner la messagerie du ministère des Affaires étrangères, hein, donc c'est pas rien. Et donc ça montre aussi qu'il y a des exemples, qu'il peut y avoir des alternatives françaises. Et pourquoi je dis ça, c'est que quand on l'a gagné, donc c'est il y a 1 an maintenant, mais c'est un projet très long, il y avait le DSI
qui nous a dit le critère quasiment numéro 1, c'était un critère de souveraineté. Alors, le ministère des Affaires étrangères, toutes les ambassades françaises à l'étranger, oui, ils sont sans doute plus sensibles. Mais c'est quand même la première fois qu'on entend ça comme premier critère. Avant, on l'entendait. Oui, mais après, on faisait tester aux utilisateurs. Non, ça ne plaît pas, tant pis. On va prendre le truc qui ne plaît pas, on va garder Outlook, on va garder ceci, parce que... Et là, aujourd'hui, on arrive à un niveau qui permet de, justement, s'affranchir un petit peu de... Enfin, dépasser ce stade-là. Merci à tous, déjà, d'être intervenus. Je crois qu'on peut les applaudir.